Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui ne se voit pas. La vapeur d'eau. Comme son nom l'indique, la vapeur d'eau est un gaz, et un gaz invisible. Les nuages dans le ciel, la petite fumée au-dessus de la tasse chaude, ce sont de fines gouttelettes d'eau liquide, pas de la vapeur d'eau. Mais on va regarder tout ça de plus près, et dans quelques minutes, la condensation dans la salle de bain, la transpiration dans le désert et le givre dans le freezer n'auront plus de secret pour vous. À 0 degré, l'eau gèle. À 100 degrés, elle bout, c'est-à-dire qu'elle se transforme en vapeur. Mais à température ambiante, elle se transforme aussi en vapeur, puisqu'elle s'évapore. Alors, à quelle température exactement l'eau se transforme-t-elle en vapeur? Et inversement, à quelle température la vapeur se condense-t-elle? Alors, pour bien comprendre, on va imaginer des oiseaux dans une volière. Donc imaginez une grande volière grillagée dans laquelle se trouvent une centaine d'oiseaux assez spéciaux. Ils sont d'autant plus actifs et ont d'autant plus d'énergie que la température est élevée. À 20 degrés, nos oiseaux sont plutôt calmes. On observe dans la volière qu'il y en a toujours, en moyenne, une vingtaine en vol, pas toujours les mêmes. À cette température, ils ont assez d'énergie pour s'envoler, voler quelques instants, mais ils doivent ensuite se poser pour reprendre des forces. À 40 degrés, nos oiseaux ont plus d'énergie. Ils volent plus longtemps avant de devoir se poser. En moyenne, on en observe, disons, une quarantaine en vol à la fois. On poursuit l'expérience et on augmente la température de la volière à 100 degrés. Nos oiseaux sont des durs à cuire, car ce sont des oiseaux de physiciens. Ils sont très en forme et ont assez d'énergie pour voler indéfiniment sans avoir besoin de se poser. On ne voit plus dans la volière que des oiseaux en vol. Bien, à présent, remplacez les oiseaux dans la volière par de l'eau dans une assiette. Le comportement des molécules d'eau est le même que celui des oiseaux. À 20 degrés, certaines molécules d'eau ont assez d'énergie pour quitter la surface du liquide et passent à l'état de vapeur, ou d'oiseau qui vole si vous préférez. En quittant l'eau liquide, elles emportent un peu d'énergie avec elles. Les molécules d'eau, qui sont déjà à l'état de vapeur dans l'air, perdent petit à petit leur énergie en la cédant à d'autres molécules gazeuses qu'elles rencontrent, comme l'oxygène ou l'azote de l'air ambiant, par exemple. Quand elles n'ont plus assez d'énergie pour rester à l'état de vapeur, elles retournent se poser et redeviennent eau liquide. On dit que la vapeur se condense. À une température donnée, il s'instaure un équilibre entre eau liquide et vapeur d'eau. Plus la température est élevée, plus la quantité de vapeur d'eau que peut accepter l'air est grande. Les oiseaux sont enfermés et reviennent se poser dans la volière. Mais les molécules d'eau, sous forme vapeur, elles n'ont aucune raison particulière de revenir dans l'assiette et peuvent se condenser n'importe où dans la pièce ou même à l'extérieur s'il y a des courants d'air. C'est pour ça que l'assiette d'eau finit par se vider. L'eau n'a pas disparu, elle est passée sous forme vapeur et s'est envolée, au sens propre, et est allée se condenser ailleurs. Résumons-nous. Pour une température donnée, il existe un point d'équilibre entre eau liquide et vapeur d'eau. Il ne peut pas y avoir, à une température donnée, plus d'une certaine quantité de vapeur d'eau dans un volume donné d'air ambiant. Mais il peut y en avoir moins, voire pas du tout. À 20 degrés, 1 mètre cube d'air ambiant peut contenir 17 grammes d'eau sous forme de vapeur. Si cette quantité de vapeur est atteinte, on dit que le taux d'hygrométrie est de 100%. 100% de quoi? Eh bien 100% du maximum possible. Si dans notre mètre cube d'air à 20 degrés, il n'y a que, mettons, 12 grammes de vapeur d'eau, ces 12 grammes représentent 70% du maximum possible qui est de 17 grammes. On dit que le taux d'hygrométrie est de 70%. Et s'il est de 100%, on dit que l'air est saturé. À 30 degrés, la quantité maximale de vapeur d'eau dans un mètre cube d'air est de 30 grammes, soit presque 2 fois plus qu'à 20 degrés. Par contre, à 10 degrés, c'est 9 grammes, soit 2 fois moins à peu près. On va mettre sur une courbe cette quantité de vapeur d'eau maximale en fonction de la température. Et là, ça devient très intéressant parce qu'on va comprendre dans le détail tout un tas de phénomènes. Pourquoi y a-t-il de la buée, c'est-à-dire de la condensation, sur le miroir de la salle de bain quand on prend sa douche? Alors prenons une salle de bain à 20 degrés d'un volume de 20 mètres cubes, dans laquelle l'hygrométrie est au départ de 70%.
Cette salle de bain contient au total environ 240 g de vapeur d'eau. Lorsqu'on fait couler la douche, disons à 40 degrés, chaque gouttelette laisse s'évaporer un peu de vapeur puisque l'air ambiant n'est pas saturé. Cette vapeur va se mélanger avec la vapeur déjà présente dans la pièce. La quantité totale de vapeur dans la salle de bain augmente donc, mais elle ne peut pas augmenter indéfiniment. Lorsque cette quantité atteint à peu près 350 g, on ne peut plus ajouter de vapeur. 350 g, c'est le maximum de vapeur d'eau que peuvent contenir 20 m3 d'air à 20 degrés. L'excès de vapeur se condense, préférentiellement sur le miroir, qui est l'endroit qui se réchauffe le moins vite dans la salle de bain. Si on pouvait peser toute la vapeur d'eau de la salle de bain, on trouverait donc 350 g, et il y aurait de plus en plus de buée si on ne sort pas de la douche. Et que se passe-t-il quand on souffle sur le miroir avec le sèche-cheveux pour éliminer la buée? On ne change rien à la quantité de vapeur présente dans la pièce, mais on chauffe la surface du miroir, disons jusqu'à 25 degrés. Et à cette température un peu plus haute, l'air au voisinage du miroir tolère une plus grande quantité de vapeur dans l'air. La fine couche de buée s'évapore donc et on y voit de nouveau clair. Autre question, pourquoi y a-t-il de l'eau qui se condense au fond du réfrigérateur et du givre qui s'accumule dans les freezers? Quand on ouvre la porte du réfrigérateur, l'air qui était à l'intérieur est renouvelé et remplacé en grande partie par l'air de la cuisine. Supposons que cet air à 20 degrés est une hygrométrie de 60% pour changer. Chaque mètre cube d'air contient à peu près 10 g de vapeur d'eau. Considérons que notre réfrigérateur fait 100 litres. Donc, quand on le referme, on emprisonne dedans 100 litres d'air à 60% d'hygrométrie à 20 degrés, donc à peu près 1 g de vapeur d'eau. Mais dans le réfrigérateur, la température est de 5 degrés. Et à cette température, chaque mètre cube d'air admet au maximum 7 g de vapeur, donc 0,7 g pour 100 litres. Il y a donc plus de vapeur que ne peut en contenir l'air du réfrigérateur à 5 degrés. Le surplus de vapeur va se condenser à l'endroit le plus froid, au fond du réfrigérateur, formant de petites gouttelettes. Et dans le freezer, le mécanisme est le même, si ce n'est qu'à moins 5 degrés, la proportion de vapeur possible est encore plus faible, et quand la vapeur se condense, sous forme d'eau, cette eau gèle. D'où le givre qui se forme progressivement et s'accumule à chaque fois qu'on renouvelle l'air du réfrigérateur et du freezer. Et on finit dans le désert avec la transpiration. La transpiration, c'est ce qui permet au corps de se refroidir. La peau sécrète la sueur, qui est constituée principalement d'eau, et cette eau s'évapore. En s'évaporant, elle emporte un peu d'énergie, ce qui refroidit la peau. Mais pour pouvoir s'évaporer, la sueur doit être au contact d'un air qui n'est pas déjà saturé en vapeur d'eau. Dans un désert aride, loin de la mer, l'air est très sec, avec un taux d'hygrométrie de l'ordre de 20%, voire moins. L'évaporation est donc très rapide et la moindre trace de sueur est immédiatement transformée en vapeur et les habits restent secs. En revanche, sous les climats tropicaux, l'air est chaud et très humide, proche de la saturation. La sueur s'évapore donc très lentement, voire pas du tout, puisqu'elle est en contact avec de l'air déjà saturé et qu'aucune vapeur supplémentaire ne peut donc quitter la surface de la peau. Et là, c'est ce qu'on appelle mouiller la chemise au sens propre. Durant toutes ces explications, on n'a pas du tout parlé de la pression qui est pourtant un paramètre important de l'équilibre eau-vapeur. Mais pour les cas que nous avons décrits, on n'en avait pas besoin, donc pas la peine de se la mettre. La pression. À bientôt!